Cher Philippe, pourquoi selon vous ce film est-il d'intérêt public ? Parce que lorsque ce drame a eu lieu, il m'a semblé que toute la classe dirigeante prenait conscience du point de bascule. Et on nous expliquait, cette fois-ci, c'est fini. En rapport avec ce qui s'était passé avec le Bataclan, quelques années plus tôt. Cette fois-ci, c'est fini. Et en fait, il ne s'est rien passé. Ou plutôt, après, on a eu Dominique Bernard, un deuxième prof assassiné, et depuis, il ne s'est rien passé. Et non seulement il ne s'est rien passé, mais toute la classe politique a peur. Il faut dire qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit, avec le fameux concept d'islamophobie. C'est la peur qui règne alors qu'on nous avait promis le courage naissant. C'est la peur qui règne et c'est l'islamisation qui progresse, qui avance, avec un plan mis en œuvre par les frères musulmans et qui est en train de nous gangréner. Il devait y avoir des collèges Samuel Paty, il n'y a pas eu de collège Samuel Paty. Et je pense en cet instant aux larmes de Michael, sa sœur. Ce film est une sorte d'onguent sur la plaie. Mais pourquoi je dis que c'est d'intérêt public ? Parce qu'il faut que tous les Français aillent voir ce film et qu'ils en tirent la conclusion que la société française doit être sauvée de l'islamisme qui nous conduit tout droit, dans 30 ans, au califat. Philippe de Villiers, cette semaine, Le Monde avait les yeux rivés sur Pékin et notamment, bien évidemment, la visite de Donald Trump en Chine, Philippe. Une première pour un président américain depuis 2017. D'ailleurs, Donald Trump était le dernier président américain à se rendre en Chine dans un contexte que nous traitons chaque semaine avec beaucoup de prudence et d'inquiétude, la guerre en Iran et les menaces qui peuvent peser désormais sur Taïwan. Je vais vous proposer 2 déclarations, celle de Donald Trump et Xi Jinping, parmi toutes les déclarations qu'on a pu entendre cette semaine. Nous allons avoir ensemble un avenir fabuleux. C'est un honneur d'être à vos côtés. C'est un honneur d'être votre ami. Et les relations entre la Chine et les États-Unis vont être meilleures que jamais. Cette visite a été historique et symbolique. Elle nous a permis d'établir une nouvelle relation bilatérale, constructive et stratégiquement stable. Geoffroy Lejeune. Philippe, comment regardez-vous l'équilibre ou bien le déséquilibre entre les 2 plus grandes puissances du monde, la chinoise et l'américaine ? Geoffroy, Elliot, vous vous souvenez que je vous ai parlé ici même de ce qu'on a appelé, de ce que les géopolitologues appellent le piège de Thucydide. Oui. Et là, nous sommes devant le piège de Thucydide qui s'ouvre et se ferme à la fois. Thucydide, c'est cet historien grec qui avait observé la guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes et qui en avait conclu que les événements organisaient un chassé-croisé entre une puissance dominante mais déclinante et une puissance montante et conquérante. En l'occurrence, Sparte, Athènes. Athènes, la puissance dominante, mais déclinante. Sparte, la puissance montante et conquérante. Et là, le piège de Thucydide, qui s'ouvre et se referme à la fois, c'est entre la puissance dominante mais déclinante, les États-Unis, et la puissance montante et conquérante, la Chine. Quand on regarde de près les chiffres, c'est impressionnant. La puissance américaine est encore dominante. Son économie, son armée, etc. Mais elle se fait grignoter par la Chine. La Chine est devenue la première puissance manufacturière du monde.
chaque mois, pendant qu'elle dégage 100 milliards de dollars d'excédent, les États-Unis, eux, ont un déficit de 60 milliards de dollars. C'est tout dire. Alors, je réponds à votre question. Équilibre, déséquilibre. Bon, déséquilibre. Le déséquilibre entre les deux puissances tient d'abord à la situation en Iran. En Iran, Trump, c'est Gulliver empêtré. En Iran, ce que Trump a dû dire dans les conversations secrètes à Xi Jinping, sauvez-moi, sauvez les apparences, aidez-moi à sauver les apparences, c'est-à-dire le moratoire sur le nucléaire, ce qu'il appelle maintenant la poussière nucléaire, le transfert des 440 kilos d'uranium, pour que le public américain puisse dire « Ah, il l'a fait ». Et enfin, la liberté dans le détroit d'Ormuz. Seule la Chine, amie de l'Iran, peut aider Trump. Mais il y a un deuxième élément qui n'apparaît pas au grand jour, et moi qui me frappe beaucoup. C'est la sphère d'influence de la Chine, qui s'agrandit chaque jour. À travers les routes de la soie, il y a beaucoup de ports qui sont achetés comme ça, les uns après les autres. Il y a l'Asie, où elle progresse, où la Chine progresse. Il y a l'Amérique latine, où elle est présente, l'Afrique, où elle est omniprésente. L'Europe, où elle s'installe. La Russie, avec laquelle elle entretient des liens de partenariat. Avec une idée simple, c'est être le cœur du Sud global, la nouvelle organisation internationale, alors que l'ONU est en train de décliner et de mourir doucement, et l'idée de la dédollarisation du monde. C'est ça l'enjeu. Le Sud global a une idée fixe, c'est d'imposer un nouvel ordre international post-occidental. Et le troisième atout de la Chine dans ce déséquilibre, il n'est pas mince, c'est qu'en fait, dans la silicium économie, la nouvelle économie, la Chine, elle a la clé, puisqu'elle a les terres rares, les 17 terres rares, sans lesquelles vous ne pouvez rien faire dans les nouvelles technologies. Donc la puissance de la Chine, la puissance d'intelligence de la Chine, en a fait, je reprends le mot que j'avais utilisé la semaine dernière, de l'atelier du monde qu'elle était, l'ingénieur du monde. La Chine est devenue l'ingénieur du monde. Et donc Trump discute avec l'ingénieur du monde. Il supplie que le raffinage des terres rares ne se fasse pas sans lui, sans les États-Unis. Alors, en contrepartie de ce déséquilibre, il y a quand même les atouts des États-Unis. Le premier atout des États-Unis, c'est un point de faiblesse de la Chine, qu'on ne remarque pas assez, et qui est essentiel. C'est qu'en fait, et qui rend la Chine très fragile, c'est que la Chine a un marché intérieur qui n'absorbe pas les productions industrielles en surnombre, largement subventionnées. En d'autres termes, ce qui tire la croissance de la Chine aujourd'hui, ce n'est plus le marché intérieur, la consommation, mais le marché extérieur, l'exportation. Donc la Chine a besoin de l'Amérique pour exporter. Deuxièmement, la Chine a besoin de l'Amérique pour débloquer le détroit d'Ormuz. Pourquoi ? Parce qu'on dit toujours la Chine importe du pétrole. Oui, mais elle ne fait pas que ça, la Chine, avec les pays du Golfe. Elle l'exporte. Donc elle a besoin de la tranquillité dans le détroit d'Ormuz. Et cette tranquillité ne peut être assurée que par elle, en influençant l'Iran, et par les États-Unis qui bloquent le détroit d'Ormuz en réponse au blocus iranien. Et enfin, troisièmement, et surtout le troisième atout de Trump, c'est lui qui aime les deals. La Chine veut un deal. Le deal, c'est Téhéran contre
Taïwan. C'est-à-dire, je vous laisse faire avec Téhéran, mais vous me laissez avec Taïwan, parce que je veux récupérer Taïwan. Qu'est-ce qui s'est dit entre les deux hommes? On ne le sait pas pour l'instant, on le saura plus tard, parce que Trump souffre d'une logorrhée chronique, donc il va certainement dans un avion un jour nous dire ce qu'il a dit sur Taïwan, mais je ne serais pas surpris si on nous annonçait qu'il a un petit peu lâché du lest sur Taïwan pour entretenir une relation plus amicale avec la puissance chinoise. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et vous avez souvent un temps d'avance. Donc le jour où, si cela doit arriver, nous repasserons cette séquence. Donc nous sommes le vendredi 15 mai à 19h13. Et peut-être que dans quelques semaines, je vous dirai, Philippe de Villiers, rappelez-vous ce que vous aviez dit lors de cette émission sur Taïwan. Oui, mais peut-être qu'à ce moment-là, vous me poserez une question, vous auriez pu me poser. Et les Européens, ils sont où? C'est vrai. Mais ça fait longtemps que j'ai arrêté de vous poser cette question. Je vais vous dire où ils sont. Ils sont devant leur poste de télé, peut-être à regarder CNews, tous, en train de siroter une tisane, la tisane des puissances dormantes, qui est le meilleur de tous les tilleuls. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne pèsent plus sur les événements du monde et que, pour prendre une expression qui va vous plaire, ils sont devenus les coupeurs de citron sur la touche. Et en fait, qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui? La fameuse Europe, la puissance européenne, tous les européistes, ils nous avaient dit, vous allez voir, on sera plus forts tous ensemble. Ils sont 27, bientôt 36. Nous sommes devenus un protectorat économique américain, nous sommes devenus un protectorat technologique chinois et climatique, et nous sommes devenus un protectorat démographique africain. La messe est dite. Vous savez, les européistes, ils sont peut-être pas souvent sur CNews, et sinon, quand ils veulent parler de CNews, c'est pour les sanctionner. C'est ce qui s'est passé cette semaine notamment. Dans l'actualité cette semaine, Philippe de Villiers, il y a également la loi sur l'euthanasie, dite loi sur la fin de vie, qui a été rejetée d'ailleurs cette semaine par les sénateurs. À plusieurs reprises d'ailleurs, en parlant de l'euthanasie, vous avez cité Claire Fourcade, qui est la présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Il s'avère que Claire Fourcade vient de publier un ouvrage chez Fayard qui s'appelle « Fin de vie, manuel de résistance ». Elle était l'invitée de Pascal Praud cette semaine. Je vous propose d'écouter Claire Fourcade. La question sociétale, c'est comme société, qu'est-ce qu'on répond à cette demande de mort? Aujourd'hui, notre société dit non. Elle dit non à celui qui se suicide, elle le réanime. Elle dit non à celui qui est en fin de vie. Est-ce qu'on veut changer cette réponse? Et si on la change, quels sont les enjeux? La première question qui vient quand quelqu'un demande à mourir, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous me demandez ça aujourd'hui, dont vous ne m'avez pas parlé hier? Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'il vous répond? Alors, chaque histoire est singulière, mais très souvent, ce qu'on entend, il me semble que ce qui est la source de la demande de mort, c'est la peur. La peur de souffrir, la peur d'être seul, la peur de peser sur les proches. Et donc, c'est répondre à cette peur. Ça, c'est notre travail, de pouvoir dire, on sera là, on ne vous laissera pas souffrir. C'est écrit dans la loi française depuis 20 ans. On doit soulager quoi qu'il en coûte, même si ça doit raccourcir la vie. C'est écrit dans la loi. Et moi, je dis ça aux patients. C'est écrit dans la loi que je dois vous soulager, que je n'aurai peur de rien pour vous soulager. Moi, il me semble que la réponse à la souffrance, c'est le soin. C'est pas la mort, c'est le soin. Si on décide que la réponse à la souffrance est la mort, au nom de quoi on va décider que certaines souffrances, on dirait oui, et d'autres souffrances, on dirait non? Pierre Geoffroy. Alors Philippe, vous avez lu ce livre, Fin de vie, manuel de résistance, de Claire Fourcade, et vous souhaitez vous adresser au président de la République. Oui, avant de m'adresser au président de la République, je voudrais saluer Claire Fourcade, parce que nous disions en aparté, là, à l'instant, pendant qu'on passait ces images, qu'elle aura peut-être changé la donne. Oui. C'est une femme exceptionnelle. Moi qui fais mon admiration, le livre est exceptionnel, et le combat qu'elle mène est exceptionnel. Et en fait, elle nous dit deux choses essentielles. La première, qui a changé la donne au Sénat, qui va peut-être changer la donne à l'Assemblée. Elle nous dit, premièrement, les soignants sont de manière très majoritaire, presque unanime, pour dire « nous ne voulons pas de cette loi ». C'est quand même très embêtant. Une loi qui est faite
contre les soignants. Alors qu'il s'agit du soin ultime, c'est-à-dire la mort administrée. Et deuxièmement, elle nous dit, je réponds à ceux qui ont peur de la mort. Nous avons aujourd'hui, pour répondre à cette peur, les soins palliatifs. 20% seulement des Français peuvent en bénéficier, 20% des départements, et c'est là qu'il faut mettre le paquet. Et plutôt que de mettre 17 milliards pour aider un pays corrompu qui s'appelle l'Ukraine, on ferait mieux de mettre quelques milliards pour aider Claire Fourcade à développer les soins palliatifs. Vous souhaitez, Philippe de Villiers, adresser un message au président de la République. Oui. Quel est ce message ? Alors, je voudrais lui adresser le message suivant. Monsieur le Président, nous avons correspondu à une époque. Et je me souviens de votre lettre du 4 juillet 2019, dans laquelle vous me dites, entre les lignes, vous avez raison sur l'euthanasie. Cette lettre, je l'ai gardée précieusement. Elle est écrite à la main. Elle est bien écrite. Elle est solennelle. Elle est personnelle. Elle vient du fort intime. Donc, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire, là ? En plus, c'est très serré. Ça va être très serré, de plus en plus serré. C'est pas du tout le consensus que vous appelez de vos voeux devant la Grande Loge. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train d'opérer un renversement, un basculement éthique, un renversement anthropologique majeur. Vous êtes en train de changer de code. Vous passez du code pénal au code de la santé publique, avec la non-assistance de personnes en danger. La non-assistance de personnes en danger aujourd'hui, c'est un crime. Et la non-assistance à personne en danger, demain, sera une vertu morale, avec votre loi. Une vertu morale, familiale, civique. C'est intolérable. Renversement anthropologique. Mais ça va plus loin. C'est un retour en arrière, un bond en arrière de 25 siècles, qui nous ramène vers l'âge pré-hippocratique, du nom de ce médecin grec, Hippocrate, qui a défini la médecine et les règles éthiques de la médecine, qui s'énumèrent ainsi, encore aujourd'hui, comme il y a 25 siècles à Athènes. Premièrement, le soignant soigne. Ensuite, le médecin sauve. Et ensuite, la mort sur ordonnance ne peut pas être le prolongement du soin. D'autant plus, comme le dit Claire Fourcade magnifiquement dans son livre, la relation de soin entre le soignant et le soigné est une alliance asymétrique. C'est-à-dire qu'elle repose sur un acte de confiance ineffable. Cet acte de confiance ineffable ne peut pas supporter le soupçon. Comme l'a très bien dit le professeur Juvin, quand il a déclaré « Moi, quand j'entre dans la chambre d'un patient, il me regarde, il guette mes yeux, il guette mes mains. Et il se pose la question, que vient-il faire ? Mais demain, la question sera plus lourde encore. Que vient-il faire ? Me sauver ? Ou en finir ? Avec un calmant, il vient, ou avec une injection létale ? Donc, le crime de meurtre va devenir légal. Le crime de meurtre va devenir légal. Appelons les choses par leur nom. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on pourra tuer son parent, qu'on pourra tuer son enfant, qu'on pourra tuer son patient. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'en fait, la mort administrée sera le prolongement du soin. C'est-à-dire que le soin sera défini autrement par la médecine. Et déjà, on dit qu'il va y avoir un nouveau métier, les euthanasieurs, avec dans les hôpitaux des locaux affectés
à ce nouveau métier, en finir. Et dans tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie, le crime de meurtre s'est étendu aux enfants et aux handicapés. Il n'y a pas d'exception. Et donc j'en arrive à ceci, Monsieur le Président. Vous mentez. Arrêtez de mentir. Pourquoi vous mentez? Parce que vous dites, avec vos amis députés, vous dites qu'il s'agit d'une loi sur la fin de vie. C'est faux, c'est un mensonge. Puisque c'est une loi qui n'est pas que pour la fin de vie. Puisque sont éligibles, je cite, éligibles, vous vous rendez compte le mot, sont éligibles les incurables, les formes de maladies qui ne sont plus soignables, de même que les handicapés, etc. Sont éligibles. C'est pas à la fin de vie, ça. Ensuite, vous avez osé dire, Monsieur le Président, que c'était une loi de fraternité. Regardez-moi dans les yeux, si vous en avez le courage. Comment vous pouvez dire une chose pareille? Une loi de fraternité? Parce que donner la mort, c'est fraternel. Donner la mort à son père, à sa mère, à son fils, à son patient, c'est fraternel. Vous foutez du monde. Et puis, l'aide active à mourir, qu'est-ce que c'est que ce contournement sémantique? L'euphémisation, comme on dit. On contourne. L'aide active à mourir. Alors qu'il s'agit d'oxyre par l'euthanasie et le suicide assisté, disons les mots, prononçons les mots, les plus pauvres, parce que ce sont ceux-là qui sont concernés, les plus pauvres, les plus dépressifs, les plus démunis et les plus solitaires. Monsieur le Président, ce que vous êtes en train de faire laissera une trace dans l'histoire pour vous et vos amis. Vous serez comparé à ce qui s'est passé en Allemagne en 1933 avec l'action T4, quand on disait dans une loi, je cite, que les personnes incurables doivent avoir droit à une mort miséricordieuse. L'eugénisme, puisqu'il s'agit de cela. L'eugénisme, c'est quand on décide qui va mourir et qui va vivre. L'eugénisme, c'est quand on est sur le chemin de la dérive vers l'enfant parfait et le vieillard parfait. C'est ça l'eugénisme. Et l'eugénisme, c'est quand on dit délit d'entrave. Monsieur de Villiers, vous n'aurez plus le droit de dire que l'euthanasie est un crime. Vous n'aurez plus le droit de vous battre contre l'euthanasie et le suicide assisté. Parce que ce sera illégal et donc immoral. Monsieur le Président, vous avez charge d'âme en cet instant. C'est-à-dire que vous avez la charge de devoir considérer qu'en France, aujourd'hui, hélas, ce qui est légal est considéré comme moral. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut plus dire que priver un enfant de sa vie, c'est mal. Le dire, c'est immoral. Parce que l'avortement est entré dans la Constitution. Et demain, on ne pourra plus défendre la vie. On risquera la prison. Et donc, Monsieur le Président, je vous laisse en dépôt un mot de Bernanos que j'ai déjà prononcé ici, mais qui a toute son actualité. La civilisation moderne est une conspiration universelle contre toute forme de vie intérieure. C'est ce que vous m'avez dit dans votre lettre du 4 juillet 2019. Je vous en supplie, Monsieur le Président, considérez le pays comme il est. C'est un pays blessé,
qui souffrent. Il y a d'autres urgences que de liquider les vieux.